va passer à la dernière séquence de cette matinée. J'appelle Jean-Luc Noël qui va animer cette table ronde avec Marie Delaine, qui est patiente experte du réseau de santé PACASEP et de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Merci Jean-Luc. Malheureusement, Pauline Messier, qui était atteinte de la maladie de Charcot, devait être avec nous, mais elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc, Jean-Luc, la parole est à toi pour une séquence qui devrait durer une demi-heure, si tu en es d'accord. Voilà. Un grand merci et merci encore, madame, de votre présence. Donc, on commence par une censure, hein, donc on nous enlève du temps. Non, je blague. Et on fait une table ronde sans table et à deux. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous. On est en plus à un moment épineux de la journée. Le corps se rappelle aux congressistes. Il commence à avoir faim, peut-être à la situation inconfortable de la position assise. Donc, on va essayer d'utiliser ce temps à bon escient et vraiment, quand on le lit, vivre la maladie entre renoncement et adaptation. Je vois des références évidentes à quelque chose qu'on appelle en psychologie le travail de deuil, quelque chose de comment on va réussir à s'adapter, comment on va réussir peut-être à renoncer. Et juste en premier préalable, pour moi, quand je pense travail de deuil, c'est vraiment un travail, c'est vraiment quelque chose de psychique et de vital, qui n'est pas simplement de s'adapter aux pertes, mais c'était aussi de récupérer de l'énergie pour réinvestir autre chose. Et ça, je pense qu'on pourra en parler. Et là, je pense, quand je pensais un peu tout à l'heure, je me disais, mais on parle beaucoup à des professionnels et souvent, moi, j'ai le sentiment que nous, professionnels, on s'arrête sur des détails, des fois, en pensant que le fait juste de dire j'accepte ma maladie suffit à dire, bah oui, j'accepte la maladie, donc j'en accepte les conséquences. Et bien souvent, quand même, accepter la maladie, accepter son nom, c'est pas accepter les conséquences. Et là, il y a quelque chose qu'on a parfois du mal à gérer. Hein. Je suis psychologue, j'étais psychologue hospitalier. Souvent, on me disait, mais il n'a pas accepté sa maladie. Hein. Alors que bien souvent, l'on pense quand même accepter les conséquences de cette maladie et puis la vie même de cette maladie. Et juste avant de vous donner la parole, pour introduire, je pensais à Joëlle Ancry qui est dans la salle, à une de ses patientes qui était toujours assez surprenante parfois. Et là, on avait une dame qui acceptait vraiment sa maladie d'Alzheimer et qui disait, moi j'ai la maladie d'Alzheimer. Vous savez, j'ai la maladie d'Alzheimer, donc j'ai des troubles de mémoire. Elle en parlait très bien. Et une de ces conséquences de sa maladie d'Alzheimer faisait qu'elle conduisait extrêmement mal, hein, parce qu'elle oubliait les panneaux, elle oubliait les limitations de vitesse, et elle devenait un vrai danger. Et quand il s'agissait de lui dire, vu que vous acceptez la maladie d'Alzheimer, il s'agirait maintenant d'accepter de conduire. Elle disait, non, 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 on m'a dit que j'avais une petite maladie, hein, donc c'est pas le moment. Hein. Et on butait là-dessus. Donc elle avait beau dire qu'elle acceptait, elle n'acceptait pas les conséquences pour elle importantes de cette maladie d'Alzheimer. Une femme qui conduisait depuis grand nombre d'années. Et finalement, ça s'est dénoué quand un jour elle m'a dit, mais Monsieur Noël, comment je vais faire sans voiture parce que j'ai du mal à marcher. Et là, le corps se rappelait à elle et se rappelait aussi à notre pensée en disant, c'est pas simplement accepter la maladie, c'est ses conséquences et surtout vivre l'éruption aussi de ce ressenti du corps et vivre les affects qui vont être associés à ce corps qui peut lâcher, qui peut être imprévisible. Donc on a déjà échangé. Moi, je voulais juste vous interroger justement sur cette imprévisibilité peut-être des symptômes et cette irruption dans la vie. Comment finalement, vous, dans votre parcours, vous avez pu le gérer ou le penser ou l'élaborer? Bon, je suis toujours en maladie, je suis toujours malade. Et j'aime bien cette formulation entre renoncement et adaptation. Elle correspond exactement au processus de la vie avec la maladie. D'une manière générale, je pourrais dire que je suis passée d'une vie avec la maladie à une vie en santé avec la maladie. Mais ça, c'est une formule un peu superficielle et dans laquelle je veux dire que je suis toujours en soins et je serai en soins. Bon, la maladie, elle s'est déclarée il y a une trentaine d'années chez moi, d'une manière très forte, très puissante. C'était un temps d'avant les traitements d'aujourd'hui, d'avant les immunosuppresseurs et d'avant les anticorps monoclonaux, n'est-ce pas ? Donc, elle m'a touchée fortement, elle m'a affectée fortement, elle m'a privée de l'usage de mes jambes, elle m'a privée de la marche. Et tout ça, j'ai pu récupérer pour des raisons que j'exposerai tout à l'heure. Mais je suis toujours quelqu'un qui suis en maladie. Mais cette maladie qui, au départ, lorsqu'elle s'est déclarée, était au premier plan dans ma vie, est à l'arrière-plan aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle était au premier plan ? Parce qu'elle m'a... Bon, c'est un choc. Il faut avouer qu'il y a 30 ans, avoir une sclérose en plaques, c'était quelque chose de terrifiant. Terrifiant. Les gens voyaient derrière vous le fauteuil. Et moi, j'en étais pas loin, d'accord ? On avait peu de traitements, effectivement.
on naviguait à vue d'œil. Donc, si vous voulez, moi, je me suis retrouvée avec un corps empêché. Empêché parce que j'avais des tremblements, parce que une faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre énormes, des troubles urinaires, des troubles cognitifs, me semblait-il, même s'ils n'étaient pas forcément tout à fait diagnostiqués. Voilà, j'avais tous ces troubles-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'avais 30 ans, vous voyez, avec un projet, une vie qui s'annonçait belle. J'avais fait des études que j'avais choisies, j'étais inspectrice du travail, je venais d'avoir une petite fille, après beaucoup de combats là aussi, donc l'avenir pour moi était radieux. Et cette maladie est venue briser cet avenir-là, voilà, en me conduisant à réfléchir. D'abord, elle m'a beaucoup occupée, parce que la gestion d'une maladie, c'est quelque chose de chronophage. La première raison de cet impact, c'est la gestion de la maladie par elle-même. Elle vous impose beaucoup de rencontres avec les médecins, de consultations, de bilans, de rééducation motrice, oculaire, urologique, enfin voilà, voir un ergo, faire des séjours dans des centres de rééducation, c'est des bilans en permanence, des IRM et d'autres examens. C'est quelque chose qui vous occupe énormément. Ça, c'est la gestion médicale à proprement parler. Le deuxième élément qui est vraiment très chronophage, et pourtant j'avais des outils pour le gérer, c'est la gestion administrative de la maladie. C'est incroyable. Il faut du temps pour repérer les personnes compétentes, puisqu'on va se retrouver empêché. Avec ces empêchements, il va falloir continuer à vivre parce qu'on est jeune. Et on n'a pas les outils, on ne sait pas tout ce ce dont on va avoir besoin. On va avoir besoin de se rapprocher du médecin d'abord traitant pour faire une déclaration en ALD. On va devoir se rapprocher de la CPAM pour avoir les indemnités journalières, de l'entreprise. L'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Poursuivre une vie professionnelle avec une maladie comme la sclérose en plaques, qui est très incertaine, dont vous ne savez pas demain ce qui va se passer, si la poussée qui aujourd'hui a régressé en raison de la cortisone à dose massive qu'on a pu ingérer, elle ne va pas réapparaître demain, et elle va réapparaître. C'est très compliqué parce que ce qu'on a un jour pensé, demain ne sera plus valable. Donc la gestion le travail en plus, c'est est-ce qu'on doit en parler, ne pas en parler, à quel moment. On a affaire à des mots très violents. Handicap, travailleur handicapé, invalidité, incapacité, radiation, enfin vous voyez, on se retrouve avec émotionnellement une charge mentale énorme, parce que tout ça s'ajoute, tout ce qu'on va faire là, toutes ces personnes qu'on va aller voir dans le champ de la santé, du social, du travail, puis de la MDPH, du handicap, donc ça s'ajoute aux activités habituelles, parce qu'on ne sait pas sous-traiter, on a tout ça à gérer en même temps. C'est très compliqué. Et le fait, moi, il y a une autre chose qui a pesé terriblement sur moi, c'est l'altération de mon corps. Vous voyez, je ne pensais pas être à ça, je ne pensais pas du tout en être là. J'avais fait des études, j'imaginais être tout à fait au-dessus je sais pas, d'une réflexion autour, je ne veux pas sortir, je ne veux pas, peu m'importe ma forme, peu importe l'apparence. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'accord ? Quand je me suis retrouvée en 2003 avec l'impossibilité de marcher, je ne voulais plus sortir. Je ne voulais plus qu'on me voie, y compris au travail. Je me suis mise en retrait pendant 3 mois. Je suis partie dans un repli sur moi absolu, ne voulant plus rien entendre. Y compris, j'avais des amis très chers qui me disaient « mais t'as pas changé, t'es toujours la même », c'était pas vrai.
Et tout ça, j'ai été très malheureuse. Je pense que c'est mon corps qui m'a fait le plus souffrir, voyez. Vraiment, l'apparence, ce que je suis devenue. Et ça, c'était vraiment inattendu. Jamais je n'aurais pu concevoir dans mon psychisme, dans ma construction, que ces choses-là allaient m'atteindre à ce point-là. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas seule ici. J'ai ma communauté quand même. Si on dit que je suis patiente ressource, c'est aussi parce que j'ai des contacts. Je rencontre les gens, on discute, on échange. Je suis forte aussi de leurs témoignages. Et je sais que ça les fait énormément souffrir. Mais on ne peut pas rester comme ça. Moi, après, je me suis dit, intuitivement, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester malheureuse. Voyez, et j'ai pu aller vers qui est-ce qui m'a aidé, qui est-ce qui m'a permis de sortir de ça. Bon, ben, tout ce dont j'ai bénéficié à ce moment-là, un accompagnement médical extrêmement riche et positif. On a vu le professeur Pelletier, c'est toute son équipe qu'il y a derrière. C'est des gens qui sont très forts sur le plan professionnel, mais qui sont aussi d'une grande humanité. Et ce dont on a besoin, c'est ce qu'on dit toujours aux médecins, on a besoin d'être rassurés. Dans le parcours de soins, lorsqu'on discute avec les médecins, on leur dit « rassurez-nous ». Voilà. Aujourd'hui. Ça veut dire informez-nous sur la maladie, sur les progrès, sur les avancées thérapeutiques, mais aussi écoutez nos émotions, écoutez nos peurs. Voilà. Écoutez nos peurs, écoutez-nous. Et si on vous dit, on va sur Internet, regardez des tas de trucs, c'est vers vous qu'on va après. C'est vous l'expert. C'est vous qui nous inspirez confiance. Voyez, c'est tout ça, c'est super important. Ça, c'est le premier recours. L'accompagnement médical, et ça, on en aura besoin toute notre vie, parce que face à des soins qui sont permanents, moi, je ne pourrai jamais arrêter la rééducation, sinon je m'effondre. J'ai perdu l'automatisme de la marche. Je marche en conscience, parce que j'ai fait de la méditation pleine conscience, parce que je fais de la rééducation, donc j'ai récupéré l'usage de la marche. Mais tout ça, je peux le faire parce que j'ai eu aussi beaucoup d'encouragements médicaux, voyez. Et il y a ça. Le deuxième, quelqu'un qui tombe malade entre 20 et 30 ans d'une maladie comme la sclérose en plaques a besoin, à mon avis, de trois grands outils d'accompagnement. Le médecin, l'accompagnement pérenne, l'accompagnement psychologique. D'accord? Ça, c'est nécessaire. Alors, c'est plus facile pour quelqu'un comme moi qui connaît quand même un peu le monde de la psychologie et qui a confiance et qui sait que pour éviter de tourner en rond, pour faire la distinction entre ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas, qui sait que pour apprendre à gérer mes émotions, j'ai besoin d'un secours psychologique. Ça va me permettre de gagner du temps, même si moi j'en ai perdu. Mais aujourd'hui, je porte des messages d'espoir. Allez vers les psychos. D'ailleurs, dans notre parcours de soins, dans notre centre de santé à la Timone, il y a une psychologue clinicienne qui intervient rapidement si les gens le demandent. Voyez, ça, c'est le deuxième recours. Et la troisième source, c'est la rééducation. C'est tout ce qui va nous permettre de rétablir, pas de redevenir comme avant, parce que le retour au passé est impossible, mais qui va nous permettre de nous réconcilier, de nous réapproprier ce corps. Voilà, c'est les trois grands soins, le médical, le psychologique, le social. J'ai oublié le social. Oui, il faut aussi avoir un secours, un accompagnement social, envoyer les gens vers les assistantes sociales, vers les associations de patients. Et nous, maintenant, on fait des ateliers d'éducation thérapeutique. Moi, contrairement au professeur Pelletier, le mot éducation ne me gêne pas, parce qu'il veut dire s'élever. Éducar, et c'est s'élever. Donc, c'est dépasser ce qu'on vit, vous voyez, ça ne me gêne pas du tout. Et je participe activement à ces ateliers d'éducation thérapeutique, notamment dans le champ des droits, qui est le champ quand même que je connais le mieux. Voilà ce que je voulais d'abord vous dire. Eh ben, c'est déjà beaucoup, hein. Merci. Juste, j'aimerais revenir à ce moment où vous ne vouliez pas sortir. Ces 3 mois, vous êtes resté isolé. Les autres vous disaient, mais tu n'as pas changé. Et vous disiez, si. Comment ça s'est résolu? Comment vous avez repris cet élan vers l'extérieur?
Écoutez, intuitivement, je sentais que ça n'allait pas comme ça, que j'étais trop malheureuse, je ne pouvais pas rester comme ça. J'avais des choses à vivre, en fait, j'avais ma petite à côté de moi, Ouais. que je rendais malheureuse, j'avais mon conjoint, puis les gens m'appelaient, m'apportaient des plantes, surtout des livres, parce que ça, j'en avais besoin. Ouais. Et puis je me suis dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir un psychologue? Tu l'as déjà fait dans ta vie quand tu ne pouvais pas avoir d'enfant, tu l'as déjà fait quand tu as eu la maladie de Basedow, une autre maladie auto-immune. Pourquoi tu hésites tant que ça? Voyez. Mais c'était tellement invraisemblable de pouvoir être affecté de Ouais, pouvoir être ouais. affecté et de le ressentir aussi fortement, d'être autant empêché. Pour moi, ça m'a sidéré. Vous pensez que l'environnement, enfin les personnes que vous côtoyez, qui vous avez côtoyé, comprennent ça? Oui, Oui. elles le vivent. Ouais. Oui, Ouais. on en parle, mais elles ne le disent pas. Moi, mais je le disais à personne, ça. Je ne le disais pas. Je disais, je suis fatiguée. C'est vrai que la fatigue, elle était là. Hein. Ouais. La fatigue incompréhensible, permanente. Alors ça, c'est un des, si vous voulez, des signes permanents et le plus embêtant parce que c'est incompréhensible de la maladie. Mais celle-là, je l'ai bien utilisée. Je suis fatiguée. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'étais fatiguée, mais la fatigue était peut-être pas aussi simple à analyser. D'abord, je l'analysais pas comme ça. Hein. J'étais sidérée, j'étais empêchée psychiquement. Et voilà. Sidéré, empêché. Ouais, Ouais. ouais. Oui, Et vous êtes réconcilié avec votre corps, vous avez dit? oui, Oui. oui. Ça veut dire Je quoi? n'ai plus honte. Ouais. J'avais honte. Hmm. Voilà. Et ça, je n'aurais jamais imaginé que je puisse avoir honte de mon corps. J'avais honte. Honte de marcher de travers, honte de ma boiterie, honte de ma démarche ébrieuse, honte d'avoir... mais c'était compliqué d'ailleurs. Chaque fois que je sortais, il fallait que je connaisse le circuit. Est-ce qu'il y a des bars où je vais pouvoir aller aux toilettes? Vous voyez, j'avais tout ça, j'avais des empêchements. Ils étaient réels, ces empêchements. Et c'est quand même toutes ces rééducations qui m'ont permis d'aller mieux et de pouvoir maintenant faire ce que j'ai envie de faire. Oui. Vous dites qu'ils étaient réels, ces empêchements, comme si on pouvait en douter. Oui, ben oui. Oui. Non, mais ça, Oui. et c'est du réel, c'est du quotidien. Ouais. Parce que de savoir les toilettes sur la route, Ah c'est du oui. quotidien. Ah, c'est Hein. lourd à gérer, Ah, mais c'est bah, lourd, mais c'est j'imagine. fatigant, vous voyez. C'est très fatigant, oui. Et comme on a des solutions, voilà. Moi, si vous voulez, ce rôle de patiente ressource, C'est ça. Enfin, là, je m'implique là-dedans et c'est très réjouissant pour moi et ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je peux porter ces messages-là. On a des solutions, faites de la rééducation périnéale, faites tout ça, et puis il y a des outils concrets, moi que je le connais moins, je connais pas très bien les médicaments, il y a des choses que je connais pas très bien, mais je sais orienter les gens, voilà. J'ai des choses que je connais, puis celles que je connais pas, je sais orienter les gens. Ça, c'est ma manière de les aider, bien les orienter pour leur faire gagner du temps. Parce que j'ai sûrement passer du temps avec ces troubles, avec ces difficultés. Et il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut les abréger, ces périodes très difficiles, parce qu'on a beaucoup d'accompagnement, nos médecins ont changé. La maladie chronique, aujourd'hui, elle est gérée par des gens qui sont vraiment, qui vous accompagnent d'une manière pluridisciplinaire. Vous voyez, c'est pas... Moi, quand je suis tombée malade, il y avait un neuro et il y avait un kiné. Aujourd'hui, il y a toute cette équipe, le neuropsychologue, le clinicien, les kinés, l'éducation thérapeutique du patient, les activités physiques adaptées, enfin, puis d'autres conseils. Bougez, ne vous laissez pas enfermer dans une réalité mortifère. Voilà. Et je sais, moi, aujourd'hui, que mon espérance de vie, elle est la même à peu près que la vôtre. Et les efforts que je fais, j'emploie plus le terme d'effort, les activités que je développe, c'est aussi les mêmes. Moi, je suis très contente de faire de la rééducation. Il suffit que je sois avec plein de gens, on rit, on se détend, on parle de plein de choses. Vous voyez, je rencontre beaucoup de monde. Je appartiens à une communauté qui est aussi joyeuse que les autres et qui ne s'encombre pas peut-être. Alors ça, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire. Mais il me semble quand même qu'on s'encombre plus de futilités, de choses secondaires. Il me semble qu'on va davantage à l'essentiel. Et peut-être est-ce pas tout à fait exact, je ne sais pas trop.
En tous les cas, vous le vivez ainsi. Juste dans tout ce temps qui est pris par la maladie, qui est pris par la rééducation, pour vous, ça veut dire quoi prendre son temps? Prendre soin de soi, Ouais. c'est prendre soin, voilà. Et là, ça fait partie des messages et puis de ma vie aujourd'hui. Je peux prendre soin de moi, faire ce qui me maintenir en santé et puis faire plein de choses à côté. Voilà. Et grâce à cette maladie, je peux dire un peu quand même, oui, grâce à cette maladie, moi j'ai arrêté le travail plus tôt, mais j'ai fait d'autres choses. Je suis allée me former, je suis allée suivre la formation de Boris Cyrulnik à Toulon sur l'éthologie. J'ai pu découvrir des auteurs et dont l'écriture a été pour moi fondatrice. Je témoigne, j'écris, je participe à des groupes pour permettre aux personnes d'aller mieux, ou en tout cas d'avancer plus vite avec la maladie. Et puis je voyage aussi, je fais plein de choses. J'ai une vie en dehors de la maladie, c'est pour ça que je me sens bien de dire que je suis je ne suis pas la seule à dire ça, hein. C'est pas moi qui ai inventé la formule. Je suis en santé avec la maladie, voilà. Et vous voyez, moi j'ai des maîtres à penser quand même, j'ai quelqu'un comme Carl Rogers, comme Claire Marin, ce sont des gens dont la réflexion, la pensée m'a aussi beaucoup aidée. J'ai été beaucoup aidée par des personnes, ouais, par ces lectures-là. Oui, vous disiez, allez, c'est l'essentiel, on s'intéresse, c'est quoi l'essentiel? Parce que... C'est rester en santé et faire des choses qu'on a envie de faire, vous voyez, qu'on aime. Qu'on aime, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il faut être, dans l'idéal, il faut être bien entouré. Je ne cache pas que moi, je bénéficie de beaucoup d'atouts. Je vis dans une grande ville avec la possibilité de suivre un parcours de soins optimal, avec une équipe qui m'a intégrée. Je suis membre du comité de pilotage du Centre de ressources et de compétences de sclérose en plaques. Je connais les outils, j'ai une fabuleuse équipe autour de moi, j'ai un compagnon qui est formidable aussi, qui m'accompagne, qui a toujours été là, et grâce auquel je fais tout ce que j'ai envie de faire. Au fond, c'est souvent lui qui fait ce que j'ai pas envie de faire moi. C'est vrai, hein? Voilà, c'est cette vie-là. Là, c'est tout dit. Hein. Ouais. Je trouve que vous êtes... Ouais. Merci beaucoup, Marie. Et merci. Je trouve ce message simple de votre parcours, cet amour de la vie, hein, cet amour d'être en relation avec les autres et d'être utile. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci Jean-Luc, merci madame pour cette table ronde qui nous a donné beaucoup d'énergie.